Bonjour et bienvenue dans le programme des podcasts de l'Icolidago. L'Icolidago, mais qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'école du village, du quartier et de la maison en Chimaoré. L'Icolidago est une association implantée sur le territoire mahorais qui cherche à accompagner la construction et la reconstruction à Mayotte par le biais d'actions de sensibilisation, de formation et d'échange de savoir. Ce programme nous permet de vous partager l'ouvrage Regards croisés. Cet ouvrage vient suite au cyclone Chido qui a frappé l'île le 14 décembre 2024. Cyclone avec des vents extrêmement violents. Suite à cela, de nombreux acteurs se sont mobilisés afin d'établir un premier diagnostic des dommages, mais aussi des besoins. L'Icolidago a accompagné cette mobilisation sous la forme d'un diagnostic nommé Regards croisés sur les impacts du cyclone à Mayotte. Nous tenons aujourd'hui, avec ce podcast, à revenir sur les besoins post-cyclone, mais aussi à mettre en avant les actions qui accompagnent concrètement la reconstruction aujourd'hui. Cet épisode est produit par l'Icolidago avec le soutien de la Fondation de France. Bonne écoute! Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série diagnostic de l'Icolidago. L'épisode du jour porte sur le sujet de la biodiversité à Mayotte, sa situation post-cyclone et les actions mises en place pour reprendre le cours de sa préservation. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Cécile Castéran, chargée de communication pour l'association Gepomaï, contributrice d'ailleurs du diagnostic Regards croisés, et d'Abadi Dimassi, botaniste et aujourd'hui président du Conseil scientifique du patrimoine naturel. En premier lieu, afin de contextualiser pour les auditeurs, pourriez-vous chacun établir un point général quant aux enjeux de la préservation de la biodiversité, que ce soit faune et flore, sur le territoire mahorais? Et je précise en avance pour nos auditeurs qu'ici, on va surtout se concentrer sur la biodiversité terrestre et fluviale afin de compléter les différents échanges de ce programme qui portent surtout sur la reconstruction de Mayotte à ce niveau-là. Oui, du coup, je peux commencer. Je pense d'abord qu'il est important de rappeler que Mayotte est un des 36 hotspots de biodiversité. Cela signifie que l'île a une biodiversité qui est exceptionnelle avec un taux d'endémisme, donc c'est-à-dire des espèces que l'on retrouve juste seulement à Mayotte et nulle part ailleurs, qui est quand même assez important. Et ce caractère endémique rend la biodiversité du coup de Mayotte d'autant plus fragile, puisque la perte de ces espèces va progressivement ensuite entraîner leur disparition totale au niveau mondial. Concernant les principaux enjeux de préservation du coup, de cette biodiversité, on peut notamment parler de la destruction des habitats naturels, la pollution des sols, la pollution des cours d'eau aussi, qui a notamment lieu à Mayotte, ainsi que la présence d'espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales ou végétales. Et ce sont des espèces qui ont été introduites de façon volontaire ou involontaire par l'homme et qui ensuite va prendre la place des espèces qui sont indigènes ou endémiques de Mayotte et progressivement concurrencer ces dernières et potentiellement atteindre jusqu'à leur disparition totale. On peut notamment parler de la déforestation à Mayotte, puisque c'est le département français qui est le plus touché par ce phénomène-là. Et ça va entraîner une fragmentation des milieux naturels et donc entraîner des effets en cascade au niveau de la faune sauvage, notamment la perte d'habitat, la perte de refuge et la perte aussi de zones de reproduction et d'alimentation, ce qui va les impacter sur le court terme, mais aussi sur le moyen et le long terme. Et plus globalement aussi l'urbanisation des littoraux va entraîner toujours la destruction des habitats naturels. On peut notamment parler du crabier blanc, donc une espèce endémique de l'océan Indien, qui est l'espèce d'oiseau la plus menacée de Mayotte et qui va faire ses nids justement dans les mangroves. Et donc l'urbanisation dans ces lieux-là va entraîner progressivement une faiblesse du succès reproducteur de cette espèce-là et ensuite potentiellement du coup des effets plus long terme sur la taille de sa population. Et du coup, Chido est arrivé dans un moment où les enjeux de préservation, les enjeux concernant la biodiversité étaient déjà existants et a entraîné des effets, à exacerber ces effets qui existaient déjà, notamment en termes de fragmentation toujours de ces milieux naturels. Et du coup, pour compléter, et plus particulièrement au niveau de la flore de Mayotte, donc il faut savoir que malgré la surface réduite du territoire, nous avons quand même une grande diversité de plantes sur le territoire. Donc on a environ 700 espèces de flore vasculaire. Donc parmi ces espèces, effectivement, le taux d'endémisme est relativement faible, environ 8%, simplement par la proximité de l'Afrique d'un côté et Madagascar de l'autre, fait que du coup, la flore de Mayotte est fortement influencée par ces deux apports, donc à savoir de Madagascar et de l'Afrique. Au-delà de ça,
Du coup, il faut savoir que près de la moitié de la flore vasculaire de Mayotte est menacée, donc ce qui est quand même un chiffre très important. Et parmi ces espèces, nous en avons qui sont extrêmement menacées et qui peuvent être endémiques de Mayotte. Donc, nous savons également qu'on a sur certaines zones que je ne vais pas forcément citer, un endémisme propre, donc avec des espèces extrêmement rares, donc très fragiles, donc qui sont très menacées. Donc, dans ce contexte, la venue de Chido fait que du coup, les menaces déjà existantes persistent, mais aggravées notamment justement par la perte du feuillage des arbres. Nous savons que nous avons des espèces qui sont, par exemple, épiphytiques, donc qui poussent sur des arbres. On a des espèces également de sous-bois, donc qui poussent à l'abri du soleil. Et donc, le changement que Chido a apporté fait que ces espèces sont devenues encore plus vulnérables, puisqu'il y a un changement d'habitat. Les conditions climatiques ayant changé, ces espèces se retrouvent encore plus fragilisées. Oui, donc au final, il y avait déjà quand même pas mal d'enjeux sur la préservation. Et donc là, avec Chido, donc c'est encore plus vulnérable. Et donc au final, voilà, il y a eu ces conséquences-là. Qu'est-ce qui a été proposé au lendemain de la catastrophe par rapport à ça? Quelles ont été les propositions, que ce soit côté associatif, que ce soit côté État, sur les actions à mener pour protéger ou même réobserver cette faune et cette flore? Au niveau du secteur associatif, on a notamment avec toutes les associations environnementales de Mayotte, également avec l'ADEALM de Mayotte, organisé des groupes de travaux qui permettaient en fait de se renseigner sur l'impact de Chido sur par exemple les forêts ou sur la biodiversité, la faune, sur les milieux marins, et essayer de dresser des diagnostics déjà sur les premiers jours. Et ensuite, nous, du côté du GEPOMAI, dès les premiers jours, les premières semaines après le cyclone Chido, on a continué du coup nos suivis au niveau de la faune, notamment de l'avifaune. Mais avant ça, on a dû déblayer et sécuriser les sites dont on est gestionnaire, donc le lac Ariani et notamment l'arrière-mangrove de la baie de Bonny, pour pouvoir continuer ces suivis-là. Et l'objectif de ces suivis, c'était de pouvoir comparer les données des suivis qu'on faisait juste après Chido avec les données d'avant, puisqu'on en a déjà fait sur plusieurs années, et de comparer ces données ensuite sur le plus long terme. Donc l'objectif, c'est quand même toujours de réaliser toutes les semaines ou tous les mois des suivis, notamment de l'avifaune, mais aussi de l'herpétofaune dans les reptiles et les amphibiens, pour avoir des constats et des tendances, notamment dans la taille des populations, et pour pouvoir savoir si le cyclone Chido, comment il a impacté en fait cette biodiversité-là, cette avifaune, et pour aussi, plus long terme, regarder l'impact du cyclone sur le succès reproducteur de certaines espèces, et pouvoir savoir quelle action de préservation on peut mener suivant les tailles de population et suivant le nombre en fait, d'individus qui vont être présents. Donc, pareil pour ce qui est de la fleur, effectivement, on imagine, puisqu'on a quand même du mal à poser un diagnostic précis sur l'impact du cyclone s'agissant de la fleur. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, différents acteurs se mobilisent, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place du coup un diagnostic le plus précis. Donc, c'est-à-dire déjà identifier les espèces en jeu, éventuellement les prioriser, et puis ensuite visiter les différentes stations connues pour justement apprécier l'impact que Chido a eu sur ces populations-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est partiellement en cours, mais qui est obstrué par pas mal de freins, notamment l'accessibilité et puis surtout les moyens humains disponibles et compétents justement pour mener ce type de diagnostic. Parce que du coup, pour la flore, ça suppose de déjà savoir où est-ce que ces espèces-là sont connues et être capable de pouvoir les identifier. Donc voilà, c'est pas si simple, mais l'idée c'est de progressivement arriver à mettre en place un diagnostic le plus précis et surtout aboutir aux besoins à des plans d'urgence pour maintenir et sauvegarder les espèces les plus fragilisées et les plus vulnérables parmi la flore, en particulier les espèces les plus patrimoniales. Donc, En parlant de plan d'urgence, côté Conseil scientifique du patrimoine naturel, CSPN, vous aviez publié une stratégie post-cyclonique avec le Muséum d'histoire naturelle. Est-ce que vous pourriez présenter les grandes lignes de ce qui avait été
évoqué à l'aide de... Effectivement, avec deux collègues, du coup, membres du conseil scientifique et donc du Muséum d'histoire naturelle, nous avons, les jours suivants, Shido proposé un article justement pour essayer de proposer une méthode, une approche qui permettrait d'appréhender, on va dire, le post-cyclonique. Donc l'idée étant, puisque tout le monde a pu constater les dégâts immenses qu'a subi les milieux naturels, donc l'idée c'était d'essayer de proposer une méthode, une approche qui permette à la fois de peut-être cadrer un peu les choses et pas forcément aller dans tous les sens. Étant donné que de toute façon, sur différents points, des difficultés s'observent. Là, par exemple, si on devait reboiser tout ce qui était impacté, on voit bien que ce n'est pas possible à la fois d'un point de vue, comment dire, effectif disponible, moyens humains, c'est pas possible. L'accès aux semences indigènes, étant donné que le milieu naturel était complètement dévasté, donc on a une perte de fructification et que donc par conséquent, il n'y a pas de fruits, de graines disponibles pour justement reproduire les espèces qui seraient intéressantes. Donc en gros, il y a différents éléments qui font que du coup, le post-cyclonique est quand même relativement compliqué à bien des égards et que donc l'idée c'est de pouvoir essayer de se concentrer sur ce qui est réaliste et tout en évitant dans nos efforts d'améliorer les choses, d'aller sur des choses qui peuvent être contre-productives. L'idée c'est vraiment ça. Donc, les grandes lignes, on va dire globalement, c'était ça. Au sortir du cyclone, comment on s'organise pour intervenir éventuellement pour conforter le milieu naturel. Puisque on ne peut pas mener, on va dire, des actions qui soient systématiques. L'idée, c'est qu'avant toute action, qu'il y ait un diagnostic précis, mesurer les différents enjeux et ensuite voir la faisabilité de la proposition et ensuite la mettre en œuvre si possible. Si celle-ci, nous avons l'assurance qu'elle ne va pas être plus contre-productive qu'autre chose. L'idée, c'est vraiment ça. Oui, s'adapter aux besoins réels de ce cyclone. Exactement. Et justement, là, aujourd'hui, au jour où nous enregistrons l'épisode, ça même à plus 9 mois du cyclone. Vous en parliez tout à l'heure, et puis même maintenant, en fait, qu'il y a d'abord un besoin de diagnostic. Donc, après 9 mois, quels sont les constats par rapport à ça? Est-ce que vous avez pu mettre ces diagnostics en place? Quelles ont été, du coup, ces actions concernant tout ce qui va être observation? Du coup, c'est sûrement la première étape pour commencer ces diagnostics. Alors du coup, nous, en termes de diagnostic de la faune, donc les comptages notamment de l'avifaune, l'objectif, c'est de les continuer, comme j'ai pu le dire juste avant, mais on ne pourra pas tirer des données précises et des tendances, puisqu'il faut plusieurs années pour cela. Et donc là, en termes de 8 mois juste, ou 9 mois après le cyclone, ce n'est pas possible de tirer des grosses tendances en termes de chute ou de choses qui vont impacter du coup les tailles des populations. En revanche, on a quand même constaté, dû au fort vent, un fort taux quand même de mortalité chez l'avifaune, chez la faune aussi plus globalement, et un taux de blessure qui était quand même plus élevé. On a aussi constaté que, dû à la perte du tissu végétal, donc dû à la perte aussi des fruits pour les espèces frugivores, des graines pour les espèces granivores, il y a eu un impact plus long terme et à moyen terme sur ces espèces-là qui ont subi du coup des périodes où elles ne trouvaient plus à manger. On peut notamment prendre l'exemple des roussettes qui déjà ont subi du coup les vents violents du cyclone, mais qui sont en plus strictement frugivores, donc elles mangent exclusivement des fruits. Et après le cyclone, du coup, il n'y avait plus de fruits présents sur Mayotte. Et l'effectif de ces populations-là ont vraiment drastiquement chuté. Après, il faut quand même se rassurer, puisqu'il y a eu aussi des mouvements de cette espèce-là vers les autres îles des Comores, notamment en juin, puisque c'est une espèce que l'on retrouve sur l'océan Indien. Donc, elles risquent de revenir, mais pour l'instant, elles ont plutôt migré pour trouver des ressources alimentaires. Donc, l'objectif aussi, c'est d'essayer de lutter contre des espèces végétales exotiques envahissantes, notamment sur nos sites en gestion, puisque c'est ces plantes-là qui prolifèrent le plus et qui vont porter des atteintes du coup, directement au milieu naturel, aux espèces indigènes. Et puis, plus largement, elles vont
ne pas forcément permettre à la faune de pouvoir se nourrir, puisque ce n'est pas des espèces qui sont forcément utilisées. Donc c'est surtout cet enjeu-là qui est primordial pour nous, faire de la lutte du coup contre ces espèces-là. Pour ce qui est de la flore, on est encore sur la phase de diagnostic, puisque pour le moment, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il n'y a pas un diagnostic précis sur les stations d'espèces patrimoniales qui est établi. Donc on est encore sur la phase de diagnostic. L'idée, c'est de pouvoir s'assurer, on va dire, de la présence des espèces les plus fragiles et qui peuvent potentiellement disparaître à l'occasion de ces cyclones, de s'assurer de leur présence, le cas échéant, mettre en place les actions nécessaires pour leur conservation. Donc on en est là. Et c'est surtout que là où je veux en venir, c'est que Chido a occasionné beaucoup de chutes de branches et d'arbres. Donc tout ça a séché au sol. Et donc on constate depuis maintenant quelques mois des phénomènes d'incendie, effectivement en zone agricole, mais aussi en milieu naturel, ce qui est quand même très très regrettable au vu des dégâts déjà occasionnés par le cyclone d'une part, et d'autre part si on se met à incendier le reste, y compris les milieux naturels, c'est plus que regrettable parce que sans ça, déjà, la situation critique, si on rajoute le feu, on est dans l'ordre de l'inacceptable. Tout en sachant que, au-delà de ça, nous constatons que, du coup, du fait des chutes d'arbres, les pompiers ont beaucoup de mal à progresser. Donc, en plus en plus d'avoir suffisamment de combustible au sol, la progression des pompiers étant obstruée, là, c'est un problème sans fin, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, lors de ce programme, d'évoquer justement ce sujet des bois tombés, qui au final est un problème pour l'ensemble de l'île, que ce soit par rapport à comment continuer l'agriculture. Donc vous, ça va plutôt être sur les observations, sur les incendies. Après, du coup, il avait été proposé des solutions par rapport à ça, avec des tirs mobiles pour y remédier. Ça reste sur des temps longs, mais au moins, on sait qu'il y a des propositions de solutions qui se mettent en place, qui deviennent concrètes par rapport à ça, même si, bien sûr, c'est un travail de longue haleine, on va dire. Et là, aujourd'hui, donc, vous avez pu quand même établir cette avancée, au moins au niveau de la faune, de premier diagnostic. Aujourd'hui, quelles sont vos prochaines actions, Cécile, du côté de l'association GEPOMAI plutôt, concernant donc l'observation de la faune, de la flore, mais surtout pour l'accompagnement de la préservation de la biodiversité? Alors en premier lieu, on a depuis le cyclone recruté une personne qui est en charge d'effectuer des déblaiements et de sécuriser, notamment du coup sur nos sites en gestion, donc par rapport aux arbres qui sont tombés, donc essayer de les déblayer, de réouvrir les sentiers, mais aussi sur d'autres sentiers forestiers de l'île, donc en partenariat avec la RNN et le département. Et l'objectif, c'est de faciliter, d'accompagner du coup ce déblaiement des sentiers pour pouvoir recommencer de notre côté à faire les suivis des oiseaux forestiers. Et puis plus globalement aussi pour permettre à tout un chacun de pouvoir retourner faire notamment ces inventaires, notamment pour la flore, mais aussi pour les pompiers pour pouvoir accéder. Donc dans un premier lieu, il y a ça. Et ensuite, on souhaite renforcer aussi notre accompagnement auprès des collectivités, des architectes, des urbanistes, pour pouvoir essayer d'inclure la biodiversité dans les projets de reconstruction. Donc en amont des projets, dans la phase de réflexion, la planification, dans la mise en place et aussi à la fin du projet pour faire des suivis. Et concrètement, ça passe par essayer de mettre en place des aménagements artificiels, notamment des nichoirs par exemple pour la bifaune, des gîtes pour les microchiroptères, donc les chauves-souris, et aussi faire des replantations si les graines sont disponibles du coup dans les pépinières locales d'espèces végétales indigènes pour pouvoir reverdir un petit peu les villes et lutter contre cet effet d'îlot de chaleur que l'on observe du coup d'autant plus fréquemment et plus fortement depuis le cyclone Chido. Et ensuite, on continue nos actions de sensibilisation. Donc, on essaie de les renforcer, que ce soit au niveau des établissements scolaires, tout type d'établissements scolaires, mais aussi à destination du grand public, des collectivités et des entreprises pour justement que la population se saisisse de ces enjeux de préservation de la biodiversité et d'autant plus avec les dégâts qu'on peut constater toujours actuellement.
Oui, il y a tout un volet en fait, de sensibilisation au final ça. pour pouvoir le prendre en compte. Et pour contextualiser, vous en parlez pour le côté biodiversité en ville. Il est vrai que Mayotte est aujourd'hui en forte évolution urbanistique. Donc, c'était déjà là bien avant le cyclone. Et cette évolution n'a pas toujours pris en compte, ou ne prend pas toujours en compte la préservation des habitats naturels. Donc voilà, l'île aujourd'hui porte de nombreux projets de reconstruction afin de pallier aux dommages causés. Donc cette reconstruction des zones urbaines pourrait être l'opportunité du coup de réintégrer ces zones et espaces comme vous le proposiez. Et comment peut-on intégrer cette prise en compte? Comment travailler en lien justement avec ces différents acteurs? Est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça? Oui, tout à fait. Notamment, déjà, commencer par cartographier les zones à enjeu de biodiversité pour savoir où c'est qu'il est pertinent de continuer l'artificialisation du coup et l'urbanisation et les zones qui sont nécessaires à préserver, notamment celles à enjeu fort et à enjeu modéré. Également aussi, on peut parler de tout ce qui est trame verte urbaine, trame verte et bleue urbaine. Donc, essayer de ne pas trop porter atteinte du coup aux arbres notamment qui sont restés debout depuis Chido. Essayer de ne pas les couper ou trouver des alternatives pour que ce soit vraiment le dernier recours. Et puis après, des actions de sensibilisation aussi directement auprès des architectes et des professionnels du bâtiment. Donc, leur proposer un petit accompagnement pour justement mettre en place ces actions et puis pour les sensibiliser, notamment à la gestion des déchets sur le chantier. Comment faire, lutter contre les espèces exotiques envahissantes aussi qui peuvent être introduites par le biais du chantier, que ce soit par la dispersion des graines ou avec l'achat de plantes avec des geckos qui vont venir directement sur les sites. Donc vraiment, on a aussi créé un guide qui sortira prochainement justement pour accompagner ces professionnels-là et puis proposer aussi de la formation pour pouvoir qu'ils se saisissent de ces enjeux de biodiversité et qu'ils puissent les prendre en compte dans la reconstruction. Super. Et côté CSPN, est-ce que vous avez des actions, des stratégies que vous pouvez mettre en place ou à venir? Bon, côté CSPN, c'est une instance qui est surtout saisie notamment par les services de l'État lorsque notamment il y a demande de dérogation espèces protégées. Donc nous, en l'occurrence, on n'a pas forcément d'actualité spécifique. Par contre, effectivement, lorsqu'on est sollicité, on tâche de prendre en compte justement l'intégration de la biodiversité dans les différents aménagements proposés sur le territoire. Ça va être essentiellement ça. Et puis sinon, en termes d'actualité, on aura prochainement sur le territoire une plénière du CSPN qui va se tenir. Voilà. Avec un sujet précis Un sujet précis, l'idée c'est de réunir les différents experts une fois par an et donc ça sera cette occasion-là que ça sera fait et voilà. Bon, il y a des sujets déjà posés sur la table. Mais voilà. Oui, donc au final c'est tout un sujet encore à développer. De toute façon, on sait que c'est un travail qui va se poursuivre. Qui est loin d'être fini. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi que vous êtes présent et actif. Cécile, en termes d'actualité, vous en avez un peu parlé. Est-ce qu'il y a de prochaines actions, même là, dans les prochaines semaines à venir? Et comment est-ce qu'on peut suivre vos actions et actualités de manière générale pour que le grand public puisse être au courant? De manière générale, le GPOMAI est présent sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et on a également un site internet que vous pouvez consulter, qui est en libre accès. On fait aussi des actions de sensibilisation grand public qui vont arriver très prochainement, notamment une au lac Ariani le samedi 27 au matin. Et ça va permettre, c'est une matinée de présentation des actions de gestion du lac, avec une partie au lac avec des sorties naturalistes, donc de présentation un petit peu des oiseaux que l'on peut observer sur le lac, avec mise à disposition de jumelles et de longue vue. Et une autre partie à la MJC de Mbro-Alais, avec des stands qui porteront sur la biodiversité au sens large, que ce soit les actions de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes, la construction de nichoirs, la gestion des déchets. Il y aura aussi la diffusion d'un petit documentaire sur le lac Ariani et sur les Outre-mer de façon générale. Donc vous pouvez nous retrouver à ces occasions-là, ou plus globalement le week-end, le samedi, en sortie adhérent. Super. Et côté CSPN,
Ça sera plutôt sur votre site, pouvoir retrouver vos stratégies. Alors, nous, au CSPN, il faut voir que c'est vraiment notre fonctionnement. C'est vraiment un groupe d'experts qui est consulté, on va dire, chacun un peu dans sa spécialité. Donc, on n'a pas d'actualité particulière, puisque voilà. Mais sinon, pour ce qui est, on va dire, des actions post-cycloniques, effectivement, on est là, on participe au diagnostic. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le territoire dans les différents projets pour justement prendre en compte au mieux la préservation de la biodiversité. Oui, donc ce sera plus les instances qui seront en contact, en communication avec vous pour ces stratégies. On va dire ça comme ça. Bien, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous pour votre participation. Nous sommes ravis chez Liquili Dago d'avoir pu développer ce sujet de la biodiversité. En effet, ce sujet vient compléter tout ce qui a pu être évoqué concernant la reconstruction de Mayotte. Et c'est important pour nous d'appuyer le fait que l'intersection des domaines, c'est un rappel pour chacun de devoir œuvrer ensemble pour continuer à évoluer sur l'île tous ensemble. Merci aux auditeurs également d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le retrouver ainsi que les autres épisodes sur notre site et sur nos réseaux. Et pour vous tenir au courant de la suite, n'hésitez pas à suivre Liquili Dago. Merci. Merci. Merci.